BFM Business, Intégral Bourse, plan de trading. Le plan de trading d'Intégral Bourse chaque lundi après-midi pour vous apporter, nos experts vous apportent humblement leurs idées, leurs repères dans ces marchés un peu compliqués. Marc Daguerre est avec nous. Bonjour Marc. Bonjour Grégoire. PDG de DT Expert. Oui, toujours humblement. Toujours. Face à ce marché-là, je dis pas ça, pas du tout pour vous, mais je dis voilà. Plus que jamais. Voilà, c'est des rendez-vous qui sont suivis. Il y a beaucoup de traders effectivement là qui se prennent les doigts dans la porte. Donc, oui, il y a de quoi. Et ça arrive à tout le monde et on va en parler avec vous. Et Alexandre Tixier qui est avec nous par téléphone. Bonjour Alexandre. Bonjour messieurs. Analyste de marché pour tradingsat.com, le site boursier de BFM Business. Marc, je commence avec vous. Beaucoup nous prédisaient un été très chaud, d'autant plus si le Brexit se matérialisait. Le Brexit s'est matérialisé. Oui, ça a secoué, mais force est de constater quand même que pour l'instant, l'été n'est pas si chaud que ça et l'été est même positif pour les indices européens. Là. Oui, là, ce qui s'est passé avec le Brexit, comme vous dites, est très révélateur, à savoir deux choses. D'abord, on attend depuis un certain temps, les investisseurs ont une crainte, c'est d'une bulle quelconque ou d'un retournement violent des marchés qui fait que les volumes à la hausse sont pas forcément aussi conséquents que quand on est dans une vraie tendance, que malgré des vagues de hausse, puisque comme vous le dites, le marché reste en hausse globalement depuis 2009 maintenant, mais malgré des vagues de hausse et une tendance de fond haussière, les vagues de baisse, de consolidation qui viennent s'intercaler sont beaucoup plus violentes que celles qu'on a dans un marché très clair. Donc aujourd'hui, ce qu'on a vu avec le Brexit, c'est que malgré un phénomène qui était censé peut-être engendrer une baisse beaucoup plus prometteuse que celle qu'on a eue, prometteuse entre guillemets, il s'est trouvé qu'après un gap de 8% le lendemain et le vendredi donc, et le lundi également une forte baisse, ce gap, certes qui a eu lieu en 2 jours, a été petit à petit, doucement mais sûrement, comblé pour qu'aujourd'hui, comme vous dites, on soit à nouveau au-dessus des cours du pré-Brexit. Et là, la question est qu'est-ce qui pourrait venir véritablement mettre à mal la tendance haussière aujourd'hui? C'est ça, parce que il y a une telle méfiance généralisée, vous le disiez, dans la hausse les volumes ont été très faibles, il y a une telle méfiance généralisée que beaucoup n'ont pas participé au mouvement de hausse là. Oui, le problème c'est les gens ont du mal, et vous l'avez dit, des traders se sont coincés les doigts dans la porte. Je pense que là, si on regarde depuis le début de l'année, l'alternance des vagues, qu'elles soient à la baisse ou à la hausse, avec de surcroît une décorrélation, un marché assez erratique. Après le Brexit, personne, après le deuxième jour du post-crise, du lundi, suite au choc du Brexit, je ne connais pas beaucoup qui vous auraient mis, qui auraient racheté le marché à ce niveau-là. Je pense que la crainte était de rigueur. On savait pas, en plus, ça a été un peu une surprise, et vous le savez, je sais que vous étiez sur place d'ailleurs à ce moment-là. Donc ça a été une véritable surprise. La nuit a été longue. Moi, cette nuit-là, j'étais encore devant mes écrans parce que je travaillais tard et sur votre chaîne jusqu'à 2 heures pratiquement. Et à 2 heures, on savait pas encore. Même à 1 heure ou 2 heures du matin, la livre sterling était à 1,50 $. Donc c'est-à-dire beaucoup plus haut effectivement. Et le marché s'attend. Si on regardait cet indicateur, le marché attendait un maintien un vote en faveur du maintien. Il y a déjà eu la surprise, l'effet de surprise. Et cette surprise qui a chamboulé totalement le marché le lendemain, je pense que très peu de gens auraient pu se dire je vais en profiter pour racheter, étant donné qu'on savait pas. Le marché n'aime pas les incertitudes. Il y a un flou sur ce que va devenir l'Union européenne sans le Royaume-Uni. Comment on l'avait dit à l'époque, est-ce qu'on doit les faire payer entre guillemets pour que d'autres pays ne se disent pas c'est facile de sortir de l'Europe, etc. Qu'est-ce qui pourrait alors soit permettre une poursuite du mouvement suite à cette vague de résilience du marché assez surprenante peut-être pour certains, ou au contraire qu'est-ce qui pourrait mettre à mal cette tendance, Marc? Alors aujourd'hui on va avoir les partisans du bull et les partisans du bear. Je pense que les partisans du bear vont regarder d'abord concrètement où est-ce qu'on en est aujourd'hui économiquement parlant, quels sont les points faibles de la situation économique et éventuellement quels sont les événements extérieurs, comme par exemple les élections aux États-Unis, des choses qui peuvent... Des déclencheurs qui peuvent. Maintenant, la seule question sur laquelle il faut quand même s'arrêter, c'est qu'on l'a vu avec le Brexit, c'est que même un élément déclencheur, par exemple, qui pourrait être très mal interprété, imaginons, je sais pas, une élection de Trump, je sais pas, qu'importe. Parce que Brexit, c'était quand même la fin du monde. Voilà, tout le monde le répétait, le FMI en tête, la Bank of England. Alors bien sûr, ils étaient dans leur rôle et c'était le bluff de la campagne, mais ça devait être quand même un événement systémique. Complètement. Qu'il l'a été pendant 2 jours, en fait. Finalement. Voilà, c'est ça. Ça a duré 2 jours. Jusqu'à aujourd'hui. Bon, maintenant,
il faut aussi un petit peu relativiser. On n'est pas pour autant complètement sorti de l'auberge. Si les indices se sont repris, la livre, elle, continue de souffrir. Oui. Pour l'Angleterre elle-même, ça risque d'être effectivement encore quelque chose de relativement douloureux et comme on le dit aussi aujourd'hui, qu'est-ce qui va devenir des véritables échanges commerciaux, etc. Il faut pas oublier une dernière chose, c'est que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ne se fait pas du jour au lendemain. Donc petit à petit, on peut toujours avoir des nouvelles qui vont arriver parce que finalement, il va y avoir un accord qui va sauter et on va devoir faire autrement, etc. On ne sait pas ce que tout ça va donner. Donc il y a encore toujours cette incertitude. L'économie américaine a l'air de bien se porter. Mais il y a ce qu'on dit des cadavres dans les placards. Je voudrais juste rappeler une dernière chose, c'est que les bulles, par définition, ce sont pas des choses qu'on prévoit. Si on pouvait prévoir une bulle, c'est des choses que certains anticipent, mais ce qu'on appelle un happy few, des gens très au fait du marché lui-même et qui sont peut-être un peu en dehors des projecteurs, des médias, de ce qu'on veut nous laisser entendre, même les gouvernements eux-mêmes. Le dernier exemple en date, ça reste ce phénomène du subprime, qui a été effectivement qui a pris de court un petit peu tout le monde au moment où il a explosé, que certains avaient pourtant anticipé, dont certains parlaient. Il y a un film d'ailleurs qui est très bien fait sur ce sujet, hein, si certains l'ont pas vu. Oui, il y en a eu quelques-uns. Oui, mais oui, c'est vrai. Mais enfin, bon, en tout cas, moi, celui que j'ai vu était quand même assez véridique. Et là, aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire, bah voilà, il y a une bulle qui va arriver là ou là. Il y a des bulles qu'on essaye de... À un moment, on parlait de l'équivalent du subprime qui était l'endettement des particuliers pour les entreprises, ce qu'on appelle les CDS, qui allait être l'espèce de subprime professionnel en fait. Bon, pour l'instant, effectivement, des entreprises sont endettées, certaines sont surendettées, mais ça n'a pas encore explosé. Pour l'instant, ça tient encore. Et il y a, dernière chose, des flux de capitaux qui existent, c'est-à-dire des gens qui ont de l'argent, qui savent pas forcément le mettre. On voit bien aujourd'hui l'immobilier, ok, c'est pas forcément toujours la meilleure solution. Et évidemment, les placements bancaires entre guillemets sont des placements à très peu de rentabilité, taux de rentabilité. C'est sûr, oui, enfin, des liquidités en masse à investir, ça, il y en a. Maintenant, où les mettre avec un rendement risque acceptable, c'est une autre question. Alexandre, votre sentiment de marché à vous, là, qu'est-ce qui vous intéresse justement dans ce marché aujourd'hui et dans la phase de marché qu'on vient de vivre? Alors dans cette phase de marché de court terme, là techniquement finalement on n'est plus comme on était il y a quelques jours dans cette zone de 4300, 4400, mais on est passé sur une zone légèrement supérieure entre 4400 et pratiquement 4500. Donc finalement c'est la même psychologie de marché à des niveaux un petit peu supérieurs. La bougie du jour, effectivement, qui fait penser qui fait un petit peu peur, mais je crois que en fait, il n'y a pas forcément de raison. Cet avalement baissier, effectivement, est dû au stress test, mais les écarts sont pas très importants. Donc là, on a finalement un marché qui n'a pas énormément changé. Moi, ce que j'ai noté, ce qui est un petit peu intéressant, c'est qu'on a vu depuis quelques jours un réveil. Alors, c'est pas un réveil généralisé, mais on a vu certaines small caps rebondir, frémir un petit peu. Il y a eu un petit regain d'intérêt sur certaines. Il y a eu quelques petites flambées. On n'en avait pas vu depuis un petit moment. Il y a eu des choses sur Visiomed Group, par exemple, dans le matériel médical, sur Equinox, dans les réseaux optiques suite à des annonces de partenariat, sur Metabolic Explorer aussi dans la chimie biologique. C'est des choses qu'on n'avait plus l'habitude de voir, c'est-à-dire c'est des indicateurs d'appétit pour le risque, ça, quand vous allez regarder ces small cap et ces small cap en particulier, Alexandre? C'est un petit indice d'appétit pour le risque qui revient, parce qu'on n'est pas dans des réveils massifs de small cap comme on a pu voir ces dernières années, 2 à 3 fois par an. On avait comme ça de façon saisonnière des réveils en série avec des effets de mimétisme incroyables sur plusieurs small caps du même secteur. L'une annonçait quelque chose de très fort et l'autre du même secteur suivait, mais sans annonce particulière la concernant. Là, c'est un simple frémissement. Mais pour moi, c'est un petit signe d'un retour, d'intérêt d'un certain segment d'investisseurs pour un certain type de valeur. Alors il n'y a rien de très significatif pour l'instant, mais ça me fait garder un œil très attentif à certaines valeurs de la cote. Et certaines, plus particulièrement, je parlais de Visiomed, il y aura probablement un point d'entrée de trading assez rapidement sur celle-ci, même si elle est déjà partie.
À surveiller les signaux envoyés donc par ce secteur des small caps. On a un rendez-vous dédié aux petites capitalisations tous les mardis après-midi dans Intégral Bourse. Un mot encore avec vous, Marc. Vous parliez du Brexit. Parmi les idées du jour, ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est toujours de profiter de la tendance baissière du sterling. Alors il y a la paire historique dollar-sterling, et là vous vous focalisez sur la paire euro-sterling, Marc. Oui, tout à fait. Je me focalise sur cette paire. L'autre paire dont vous parlez, historique, on en avait déjà parlé à la baisse chez vous, donc c'est pour ça que je l'ai pas resélectionné. Mais effectivement, je continue de penser que la livre va encore souffrir de l'effet Brexit. Malgré la montagne de positions short, comme on dit, des positions vendeuses qui s'accumulent là sur le sterling. Oui, là je pense que, alors forcément à un moment, il va, comme partout, mais la réflexion de se dire il y a plein de positions short sur tel ou tel sous-jacent, donc c'est le moment de racheter. C'est le meilleur moyen de se casser les dents. Vraiment, il faut jamais oublier le potentiel de baisse qui est pratiquement infini. Hein. Les gens aussi parfois pas le réflexe en bourse de se dire que quand une valeur cote très bas, il faut toujours raisonner en pourcentage. Hein. Quand on passe de 1 euro à 50 centimes, c'est comme quand on passe de 100 euros à 50 euros en termes de pourcentage. Donc il faut toujours faire attention à ça. Et aujourd'hui, techniquement parlant, l'euro face à la livre est sorti d'un canal de très long terme au sein duquel il était en train d'évoluer. Ce type de configuration technique appelle à un potentiel d'appréciation en faveur donc de l'euro, qui pour nous est encore aujourd'hui assez conséquent, en tout cas largement suffisamment pour se positionner sur cette paire. Euro, sterling, donc on joue la hausse de la paire, hein, c'est-à-dire la hausse de l'euro face à la baisse du sterling. Un mot rapide d'Apple. Oui. On va être obligé de s'arrêter dans un instant, Marc, mais alors, Apple, vous êtes à l'achat. Ça fait un moment qu'on n'entend plus parler d'Apple. Alors justement, Apple, on n'entendait plus parler. Depuis avril 2015, la valeur était entrée dans une phase de consolidation. Cette valeur répond à ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire elle reste dans une tendance de fond haussière très très phénoménale en fait, hein, on peut le dire. Hein. Apple, si on regarde sur les 15 dernières années, c'est un titre qui a dû prendre, 20 000% peut-être. Donc cette valeur là aujourd'hui arrive pour nous en fin de phase de consolidation. Donc c'est typiquement le genre de phase qu'il faut repérer sur cette valeur pour rentrer dessus finalement. C'est les phases de fin de consolidation sur Apple sont pour nous les meilleurs moments de revenir sur une valeur quand même assez solide qui a toujours les moyens de se diversifier, d'avancer, etc. Et on l'a vu, les derniers résultats étaient pas bon, mais meilleur qu'attendu, malgré tout, ce qui fait que le titre a pris 7% en séance le jour des résultats. Et pour nous, aujourd'hui, il est sur le point de sortir d'un triangle de consolidation qui devrait le mener beaucoup plus haut, en effet. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous cette semaine pour le plan de trading. Marc Daguerre, PDG de DT Expert, et Alexandre Tixier. Merci à vous, Alexandre. Vous nous accompagnez chaque semaine, les équipes d'analystes de tradingsat.com, le site boursier de BFM Business.